Bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur l'actualité qui a dominé cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Lémonière, Bonsoir. grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia, je rappelle votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. À vos côtés Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et là je rappelle aussi la une du mois d'avril d'Afrique Magazine, l'Afrique face à cette guerre au Moyen-Orient et l'onde de choc donc de ce conflit sur le continent africain. Face à vous Fabrice Rousselot, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir Fabrice. Et puis Éric Truand est avec nous ce soir. Bonsoir Éric. Dessinateur, donc membre du réseau Cartooning for Peace. Et vous dessinez notamment, je le dis, pour le média Sans Doute.info. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Au sommaire donc de cette émission, après les menaces de Donald Trump d'anéantir, je le cite, la civilisation iranienne, l'annonce d'un cessez-le-feu cette semaine dans la guerre au Moyen-Orient et puis ces négociations qui doivent débuter dans les prochaines heures à Islamabad et déjà beaucoup de confusion sur les termes de cette trêve. Une trêve qui, selon Israël et les États-Unis, ne concerne pas le Liban, ce que dénonce aujourd'hui l'Iran. Les frappes israéliennes se poursuivent d'ailleurs sur le pays du Cèdre, toujours sous le choc du déluge de feu de mercredi dernier. Au moins 300 morts et plus de 1150 blessés, selon un dernier bilan communiqué par les autorités libanaises. Et puis J-2 avant des législatives qui seront très scrutées en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, est largement devancé, selon en tout cas les sondages d'opinion par le conservateur Peter Modior. La campagne a été marquée par les ingérences d'acteurs extérieurs, Russie en tête, en soutien à Viktor Orban, également soutenu par les États-Unis. J.D. Vance était d'ailleurs sur place cette semaine. Voilà, et ces négociations donc entre les États-Unis et le régime iranien doivent débuter dans les prochaines heures à Islamabad, sous l'égide donc du Pakistan, au surlendemain, je vous le disais, d'un cessez-le-feu annoncé pour 15 jours et après un début de semaine où Donald Trump n'avait cessé de faire monter la pression, promettant même, je le cite, d'anéantir la civilisation iranienne. Ces négociations vont maintenant se dérouler a priori sur la base d'un plan en 10 points proposé par l'Iran. À la tête de la délégation américaine, J.D. Vance, qui était d'ailleurs opposé à cette guerre. On va l'écouter. Ce que le président a également montré, c'est que nous disposons toujours d'un levier militaire, diplomatique et peut-être surtout d'un levier économique considérable. Le président nous a demandé de ne pas utiliser ces outils pour l'instant et de privilégier la voie des négociations. Mais si les Iraniens ne font pas exactement la même chose, ils constateront que le président des États-Unis n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Donc Ziad, négociations qui vont débuter théoriquement sur la base de ce plan en 10 points proposé, je le rappelle, par l'Iran, qui prévoit notamment un maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, l'acceptation de fait de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, la levée totale des sanctions et du coup de nombreux points d'achoppement en vue. Oui, c'est-à-dire que déjà, on ne sait pas trop quand commence Islamabad, si tout le monde y sera. On ne sait pas trop si c'est ces 10 points-là ou les 10 points bis ou les 10 points terre présentés par les Américains. Clairement, le Liban était dans les 10 points qui ont amené au cessez-le-feu, semble-t-il, avant que ça soit retiré presque unilatéralement par les Américains, mais qui ont fait pression sur les Israéliens pour arrêter de bombarder violemment le Liban. La déclaration iranienne d'aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas le Liban et s'il n'y a pas la levée des sanctions ou une rétrocession des actifs, on n'ira pas faire la négo. Les menaces habituelles... Je vais utiliser un mot très ancien, les rodomontades, je l'ai retrouvé aujourd'hui, les rodomontades de Donald Trump qui multiplient les menaces, oui mais je peux revenir, bref, tout ça est assez flou. La seule chose qui semble claire, c'est qu'il y a un effort quand même concerté d'un certain nombre d'acteurs pour faire asseoir tout le monde à Islamabad, pour arriver à maintenir ce cessez-le-feu qui est absolument crucial d'abord pour la sécurité du Golfe et pour l'arrêt de la violence, et aussi pour cette économie mondiale dont on voit tous les jours des signaux, le taux d'inflation qui a été annoncé aujourd'hui, etc. Tous les jours, on voit des signaux d'aggravation de cette économie qui a vraiment besoin d'avoir une perspective d'apaisement assez durable. Et à la tête donc de cette délégation américaine qui va arriver d'ici peu à Islamabad, J.D. Vance, on sait qu'il était d'ailleurs opposé à cette guerre. Du coup, c'est quoi le message qui est envoyé à travers cette nomination ? Il semblerait que J.D. Vance était aussi un peu le choix des Iraniens.
parce que Steve Witkoff et Jared Kushner, avec lesquels ils avaient discuté juste avant le début de la guerre à plusieurs reprises, les dernières négociations et les dernières rencontres s'étaient, semble-t-il, très mal passées, puisqu'au milieu des discussions, Jared Kushner avait quitté la pièce. Il pensait qu'il allait revenir, qu'il allait juste discuter avec Donald Trump au téléphone, et il n'est jamais revenu. Donc, il n'avait guère confiance entre ces deux négociateurs, puisque à chaque fois qu'il y avait des tentatives de négociation, le lendemain, il y avait pratiquement un bombardement. Début de la guerre, guerre des 12 jours, et là maintenant. Donc, les Iraniens auraient souhaitaient, et le message avait passé par les Chinois aussi, que effectivement, ça soit plutôt J.D. Vance opposé à la guerre, qui représente la tendance ultranationalisme, pas d'aventure étrangère, etc., du camp Trump. Et ce qu'il faut voir dans cette réunion qui va se tenir au Pakistan, c'est deux choses. C'est d'abord, je pense que Donald Trump s'est entretenu avec les Chinois, ça on le sait, avec Xi en amont, en mars déjà, sur cette perspective. Donc ils mettent la pression eux aussi pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Finalement d'intervenir. Les Chinois ont rencontré, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés et ont abouti à une forme d'accord pour dire qu'il faudrait effectivement que la situation s'apaise. Ils avaient appelé à un apaisement. Et puis là, maintenant, on a les Chinois qui, semble-t-il, ont fait une grosse pression. Semble-t-il, je dis bien toujours d'après la presse chinoise et la presse américaine, on semble-t-il fait une grosse pression pour que les Iraniens arrivent à la table des négociations. Alors on va bien voir ce qui va se passer. Il est vrai que Iraniens comme Américains ont intérêt à ça. Américains parce que même s'ils ont remporté une victoire militaire, ils sentent bien que sa base des élections, on va sûrement en reparler, ont besoin qu'on sorte de cette situation de guerre, parce que l'inflation atteint les 4%. Du jamais vu aux États-Unis, va atteindre les 4% cette année, je dis bien. Le prix du gallon ne cesse de monter, le prix de l'essence. Donc, les Américains sont fatigués par cette guerre, le peuple, et c'est lui qui va aller aux élections en novembre. Et puis, le régime iranien, lui aussi, il a quand même subi des coups énormes, et il est dans une survie existentielle. Donc, s'il veut survivre, il a tout intérêt à négocier, parce qu'en fait, il y a un peu de chute de régime, donc il va négocier. Et je finirai par un dernier point. Il faut quand même se dire que c'est la première fois depuis la naissance de la République islamique d'Iran qu'une réunion à tel niveau entre Américains et Iraniens se passerait s'ils se rencontrent. On ne sait pas encore s'ils se rencontreront directement, si la rencontre aura lieu ou s'il y aura des intermédiaires. Mais si jamais là, il y avait une rencontre entre les deux, ça ne s'est jamais passé. La dernière fois qu'il y a eu des ministres, c'était lors d'une négociation sur l'accord nucléaire, et c'était les ministres des Affaires étrangères. Et le seul contact au niveau des chefs d'État, c'était avec Obama et le président iranien, et c'était là encore pour la négociation sur le nucléaire. Donc ça ne s'est jamais passé, une telle rencontre à un niveau politique. On va bien voir si elle a lieu, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça semble pas évident du tout ce soir. Peut-être un mot, Fabrice, sur cette médiation pakistanaise qui est plutôt inhabituelle. Alors on sait que le Pakistan partage 900 km de frontière avec l'Iran, qu'il y a aussi des minorités, notamment baloutches, qui sont présentes à la fois donc, en Iran et au Pakistan, et que donc ce pays hôte de ces négociations a intérêt à ce que la situation s'apaise pour toutes ces raisons, à la fois extérieures et internes. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'est absolument inhabituel de voir les Pakistans en position de médiation. Je crois qu'on a rarement vu ça, notamment sur la scène internationale comme ça, à un tel niveau. Il y a eu des pressions chinoises, on l'a dit. Il y a eu le fait aussi, semble-t-il, que notre ami Donald Trump se soit en marouche, j'allais dire, se soit... enamouré, voilà, c'est le mot que je cherchais, du maréchal pakistanais Muniz, qui est le chef des armées au Pakistan, qui était venu le voir à Washington lors des discussions autour de la guerre avec l'Inde, et qu'il avait trouvé ce personnage formidable, et qui depuis a joué un rôle central. Donc tout ça fait que on retrouve à la fois l'Iran, enfin on va voir, en tout cas on est censé retrouver l'Iran et les États-Unis à Islamabad, ce qui est assez inédit. Les deux parties, en effet, ont intérêt à mettre un terme à cette guerre. On reste quand même un petit peu circonspect devant l'écart qu'il y a, l'écart de départ entre les actions qui sont posées par les uns et par les autres. Denis Ross, qui est l'un des plus grands diplomates américains, il y a quelques heures sur CNN, montrait la contradiction de cette affaire. Il disait, en fait, il y a deux conditions à laquelle Trump pourrait revendiquer une victoire suite à ces négociations. La première, ce serait d'arriver quand même à sortir les 430 kilos d'uranium, ce qui est
pratiquement impossible. Et la deuxième, c'est de réouvrir le détroit d'Ormuz sans condition, ce qui était en fait le cas avant la guerre. Ouais. Donc, on est quand même dans une espèce de négociation qui semble un peu ubuesque. Si la victoire de Trump est en fait de revenir au statu quo qui était celui d'avant la guerre, notamment sur le détroit d'Ormuz, c'est quand même... on commence à dire une guerre pour rien. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Ce qui est frappant aujourd'hui aux États-Unis... L'Iran, pour le coup, sur le détroit d'Ormuz, est en bien meilleure position, avec aussi cette idée de péage qu'ils veulent ils vont utiliser, mettre en alors ce péage, en plus... Ouais. Enfin, cette joint venture peut-être américano-iranienne. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit naturel, c'est des eaux internationales. Enfin, c'est pas du tout le canal de Panama. Donc on est quand même dans ces contradictions-là. Puis il y a d'autres acteurs aussi. Je veux dire, même si ils ont été presque poussés d'un revers de la main, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, le Hormuz, c'est vital. Donc, et on ne peut pas juste dire ça va être contrôlé par les Américains et les Iraniens dans un un petit trust à eux deux. Et la deuxième chose qu'on n'arrive pas à bien lire aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations très, très consistantes et répétitives sur quel est le pouvoir en Iran. Les gens qui vont aller à Islamabad, est-ce qu'ils représentent tout le pouvoir ? Il y avait un article dans un quotidien du soir bien connu qui expliquait qu'une faction des gardiens de la Révolution est vent debout contre ces négociations et qui milite pour un retour à la guerre, pour une bataille existentielle et phénoménale. Il se base sur un certain nombre d'influenceurs, de comptes qui existent en Iran parce qu'il y a des cartes blanches, ce qu'on appelle des petites cartes blanches qui permettent d'accéder à Internet. Et tous ces gens qui expriment une position qui serait celle d'une partie des gardiens, de dire non, ils ont tué le chef de l'État, ils ont tué le guide, ils nous ont bombardés, ils nous ont massacrés, le Liban c'est nos frères, le Help c'est notre frère de sang, la guerre est continue et éternelle, etc. Donc c'est pour ça que je dis que il y a peut-être un accord aussi qui se joue entre ceux qui veulent que la guerre s'arrête et les États-Unis qui ont un intérêt, malgré les rotomontades et les énamourements de Donald Trump, qui ont un intérêt à ce que ça s'arrête. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, il y a l'acteur israélien qui, lui, c'est le co-actionnaire de la guerre. Donc, quelle va être sa position ? Est-ce qu'il va s'arrêter ? On va parler du Liban. Donc, on est vraiment dans un moment extrêmement tendu avec, encore une fois... une délégation américaine dont on peut quand même se poser des... Enfin, je sais pas, J.D. Vance, c'est pas le plus grand diplomate qu'on connaisse. Il y a quand même les deux compères, Witkoff. Oui, mais le département d'État, on ne le voit pas beaucoup en ce moment aussi. Donc, Patricia, un dernier mot avant les dessins. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, là, l'Iran se trouve en position, on l'a vu, en position quand même de force, parce qu'il détient ce détroit d'Ormuz. Alors, le détroit d'Ormuz, il détient le monde économique. Et cette idée de péage sur le détroit d'Ormuz, que ça soit américano ou irano, etc., enfin, je veux dire, ça ne se fera pas. Parce que le monde entier y est opposé, parce que s'ouvrirait la boîte de Pandore, j'ai envie de dire, pourquoi pas ne pas faire payer les droits de passage sur la Manche. Alors après, c'est Bab el-Mandeb, c'est le détroit de Malacca, enfin, c'est tout le monde. Donc ça ne se produira pas, on aime bien nous faire peur, effectivement, mais là, en l'occurrence, il n'y a que 7 ou 8 navires qui passent, donc c'est un vrai problème. Mais au terme des négociations, il faut que tout le monde se rassure, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce n'est pas possible techniquement. Alors il y a bien sûr des péages, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas la Convention de Montreux, qui gère le détroit de Bosphore. Alors là, les Turcs font payer un petit truc, mais pas cher, mais pour l'entretien du passage, parce qu'il faut draguer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Enfin bref, il faut faire quelque chose. Donc d'après cette convention, il y a un petit droit de passage, et puis de temps en temps, les navires de guerre, ils ne les font pas passer. Donc quand même, il y a bien des petites choses qui se passent. Alors on peut peut-être faire une convention pour satisfaire Oman et pour draguer effectivement les fonds du détroit d'Ormuz, mais enfin, envisager 2 millions de passages par bateau, c'est-à-dire à 130 bateaux jour, vous calculez ce que ça fait plus de 230 millions, 260 millions par jour. Pour l'Iran, c'est absolument impensable. Pour l'instant, il prélève des droits, effectivement. Il prélève peut-être ce tarif de 2 millions, puis soit en crypto, soit en yuan, mais plutôt en crypto-monnaie.
Merci Patricia. Et puis seule bonne nouvelle, disons, de ce chaos au Moyen-Orient, le retour aussi cette semaine, on le rappelle, en France, de Cécile Collère et Jacques Paris. C'était mercredi après près de 4 ans de détention en Iran. Éric, les dessins sur ce premier thème. Alors on a eu bien du mal, nous autres dessinateurs et dessinatrices, à suivre l'actualité, je pense comme vous tous. Donc j'ai sélectionné un plan en 5 dessins, pour répondre au plan en 10 points, qui ont l'avantage de ne pas être caduques au bout de 12 heures. Donc c'est des dessins qui au moins ont tenu la semaine. On est rediffusé en plus, donc ça tombe bien. Très bien. Donc jusqu'à demain midi à peu près, les dessins sont valides. Un premier dessin qui vient d'Israël. C'est toujours intéressant, et merci à Cartooning for Peace de nous le permettre, d'avoir des perspectives réellement des 4 coins du globe. Donc un dessin de Kishka qui vient d'Israël. Qui joue sur une métaphore qu'on va filer pendant quelques minutes là, sur l'absence, on n'en a pas trop parlé, mais d'explosion du droit international, tous azimuts, quelles que soient les parties. Donc on y voit là à gauche Donald Trump et à droite Netanyahou, tous les deux en shérif, tous les deux devant une scène cataclysmique, tous les deux clamant victoire. Mais sans aucun respect, ou avec très peu de respect du droit international. Ce qui est le cas aussi pour l'Iran. Un second dessin donc, qui file cette métaphore, qui nous vient cette fois-ci du Brésil, du dessinateur Amorim, qu'on va voir. On a beaucoup entendu des deux côtés, là aussi, l'expression « le doigt sur la gâchette ». Donc la métaphore est filée même par les hommes politiques. Alors, le doigt sur la gâchette, on y voit ici Romenei, ou en tout cas un des Romenei, toujours debout, et Donald Trump. Avec, on le voit, j'aime beaucoup ce dessin parce qu'il est très fin, une petite reculade très légère, mais qui dit beaucoup de choses sur ce qui s'est passé depuis quelques jours. Un troisième dessin qui nous vient cette fois-ci, toujours du continent américain, des États-Unis, de Clay Jones. Tout ça n'empêche pas Donald Trump de crier victoire. I win, j'ai gagné, avec un petit drapeau blanc, dans les ruines de ce qui peut être son plan, son deuxième mandat, en tout cas derrière des ruines, et ce qui n'empêche pas de clamer victoire. Un dessin qui nous vient en retraverse l'Atlantique de Syrie, de Fares Garabet, où l'on voit là un Donald Trump et un Khamenei ou un des mollahs qui sont au cœur de ce qui semble être le but de Trump, c'est-à-dire un échange de tapis ou un marchandage de tapis, avec dans la main droite du mollah le détroit d'Ormuz, qui est une monnaie très intéressante de leur côté. Et puis, que va-t-il arriver ? Donc là, je me suis permis de faire une petite projection sur l'avenir. Écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer. La suite au prochain ultimatum ou à la prochaine rodomontade. Merci beaucoup, Éric, et merci pour ce dernier dessin très personnel. Le Liban, maintenant, le fragile cessez-le-feu, donc avec l'Iran directement menacé par la poursuite des frappes israéliennes sur le Liban, qui n'est pas concerné par les négociations actuelles selon Israël. La journée de mercredi a été un véritable carnage, sans frappe en moins de 10 minutes sur le pays du Cèdre, sur plusieurs quartiers du centre de Beyrouth, dans sa banlieue sud. Sur d'autres villes et villages également de l'Est du pays, au moins 300 morts et plus de 1150 blessés selon un dernier bilan communiqué par les autorités libanaises. Hier, Benjamin Netanyahou s'est toutefois dit disposé à des négociations directes avec le Liban. Elles devraient s'entamer a priori la semaine prochaine à Washington. Le Liban avec qui il souhaite parvenir à un accord de paix. On va écouter Benjamin Netanyahou. Du point de vue d'Israël, ce n'est pas le résultat escompté. Le programme nucléaire représente toujours une menace. Le programme de missiles balistiques n'a pas été anéanti et nous avons remplacé un Khamenei de 86 ans par un Khamenei de 56 ans. Voilà, et c'était Yair Lapid, le leader de l'opposition en Israël. Patricia, ça fait des semaines que le Liban, on en a beaucoup parlé, est prêt justement à des négociations directes avec Israël. Pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou dit OK maintenant ? Je crois qu'il a eu un appel de son grand frère, le président américain, enfin je ne sais pas, mentor, grand frère, inspirateur, je ne sais pas comment qualifier leur relation, mais il y a eu effectivement un appel, on le sait, qui lui a quand même, j'imagine, expliqué qu'il ne fallait pas qu'il fasse capoter ce cessez-le-feu. Parce qu'effectivement, on a bien vu la réaction iranienne tout de suite. Alors, Benjamin Netanyahou ne veut pas complètement dire oui.
Donc les frappes, il y a eu des actions aujourd'hui dans la partie sud du pays, mais les 100 frappes qui ont eu avec les 370 morts qui se sont produits ne s'est pas reproduit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, donc il y a le bras qui est retenu de Benjamin Netanyahou. Pour le Premier ministre israélien, ce n'est pas une bonne chose, ce cessez-le-feu, parce que pour lui et pour Israël et pour son projet, et le projet où il était question de la menace existentielle que fait peser l'Iran sur Israël, eh bien, tant que le régime reste, et encore plus si c'est le régime qui négocie, il n'y a pas d'arrêt possible de la lutte pour Benjamin Netanyahou. Et cette lutte doit se poursuivre avec le Liban, puisque le Hezbollah ne pourra pas arrêter ses activités vis-à-vis d'Israël tant que le régime iranien sera en place. Donc, dans la tête de Benjamin Netanyahou, Donald Trump fait la pause avec l'Iran, mais moi, je continue avec les représentants iraniens qui sont à ma frontière, qui est le Hezbollah. Donc, c'est ça la logique, et la logique de la retenue d'aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le plan, et j'en finirai par là, de Benjamin Netanyahou? C'était effectivement de faire cette invasion, il faut bien le dire, quand même, d'une partie du territoire libanais jusqu'au fleuve Litanie, en occupant 3, 4, 5 kilomètres près du territoire, après en occupant des collines avec des positions militaires sur à peu près une quinzaine de kilomètres, et après les derniers kilomètres jusqu'au Litanie, tout ça en rasant les villages qui étaient, sauf les villages chrétiens et druzes, mais tous les autres villages étaient rasés, et après en menant des opérations jusqu'au fleuve Litanie. Ça, c'était ce qui était militairement posé comme plan d'occupation de la région. Les Libanais, évidemment, n'en veulent pas, puisque c'est une occupation de leur territoire, et eux ne cessent de réclamer, que vous l'avez très justement dit, une négociation. Mais qu'est-ce qui va se passer à New York, enfin à Washington plus exactement? Les Israéliens vont être représentés par leurs représentants, c'est quand même pas du haut niveau, enfin malgré tout aux Nations Unies, et les Libanais y vont. Avec un personnage qui est intéressant quand même pour y aller, et j'en finirai par là, c'est le représentant du Parlement libanais, Nabi Berri, parce que Nabi Berri, c'est quand même celui qui est l'empêcheur de tourner pas en rond, mais d'avancer, puisque c'est le mouvement Amal, chiite, proche du Hezbollah, et qui s'est très souvent opposé, sauf la dernière fois, à toute tentative de règlement du conflit avec Israël. Et qu'est-ce que Israël va réclamer durant ces négociations directes? La priorité, c'est le désarmement du Hezbollah, mais on en a parlé à de nombreuses reprises sur ce plateau. L'armée libanaise, enfin les autorités libanaises n'ont pas les moyens de le faire. D'abord parce que c'est toujours la même discussion sur la nature du Hezbollah. C'est-à-dire que le Hezbollah, il y a une branche militaire, il y a une branche iranienne, il y a une branche infiltrée par les gardiens. Il y a une idée politique Hezbollah aussi qui regroupe un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des militaires, qui ne sont pas forcément des miliciens. Ils ont des députés au Parlement, donc quand il y a des élections, ils ont des représentants. Donc ils sont totalement... ils font partie de la société libanaise, qu'on le veuille ou pas. Donc comment faire pour... D'ailleurs, cette attaque qui a fait... Cette attaque d'une violence absolument invraisemblable aussi. Je veux dire, on accepte maintenant que on bombarde à 4 heures de l'après-midi un centre-ville sans se poser de questions sur les dégâts pudiquement appelés collatéraux. Mais en gros, c'était clairement une opération qui visait un certain nombre de N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 Hezbollah. Mais encore une fois... Ils disent avoir tué plusieurs centaines de membres mais du quand Hezbollah, vous tuez aussi tout le monde au passage... Et détruit 4300 installations, justement, certes, mais à l'arrivée, 350 beaucoup de morts, civils, 1150 blessés, et quelque 33 chose enfants, rien que sur la journée de mercredi. Et qui intervient, évidemment, au moment où, d'un autre côté, on gère. Donc, pour les Israéliens, en fait, il y a effectivement une question sécuritaire, mais qui existe depuis des années. L'implication d'Israël au Liban, ça remonte quand même aux années 60. Après, il y a eu l'OLP, après, il y a eu Yasser Arafat, après, il y a eu le Hezbollah, après, il y a eu ceci, après, il y a eu cela. Et jamais dans ce processus, peut-être maintenant, il y a eu une discussion frontale d'État à État pour dire quel peut être l'arrangement
de coexistence possible. Et puis, il y a aussi une part de l'establishment israélien pour qui le Litani fait partie des frontières du Grand Israël, comme les Druzes, comme les territoires druzes de Syrie, comme d'autres territoires doivent être comme le Golan. Il n'est pas exclu que la petite partie du territoire libanais devienne un nouveau Golan. Et on serait encore une fois reparti pour un tour, parce que toutes ces violences alimentent la création permanente de miliciens, de Hezbollah bis, tierces et quadruples, qui viendront forcément. Donc c'est peut-être ces discussions ont peu d'espoir d'amener quelque chose, mais on ne sait jamais si ça pouvait allumer un début de dialogue. Fabrice, énormément de condamnations évidemment à l'international après ces frappes extrêmement violentes d'Israël de cette semaine. Et puis à l'intérieur même d'Israël, il y a ces voix critiques. Alors on entendait il y a quelques minutes sur notre antenne Yair Lapid. Il y a eu aussi des manifestations pacifistes, notamment à Tel Aviv. Et c'est assez inédit depuis le début de la guerre. Et puis des habitants du nord d'Israël aussi qui n'en peuvent plus, ça on le sait. Également visé d'ailleurs aujourd'hui par une trentaine de tirs provenant du Hezbollah au Liban. Est-ce que c'est à même de, disons, faire réfléchir Benyamin Netanyahou ? Faire réfléchir Benyamin Netanyahou, je ne crois pas. Moi, je trouve que, vous disiez, il y a des mobilisations internationales au niveau de protestations, etc. Mais je trouve qu'il y a un énorme manque de la communauté internationale sur ce dossier libanais. C'est-à-dire que ce qui s'est passé mercredi, c'est une horreur. Il y a quand même un territoire, le sud du Liban, où il y a encore des forces... il y a la FINUL, il y a encore une influence française quelque part. Si l'Europe, l'OTAN, pas l'OTAN, mais l'ONU et d'autres voulaient se mobiliser et faire quelque chose pour arriver à faire en sorte que cette zone du sud au Litani ne soit plus une zone tout simplement de chaos perpétuel, il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce moment-là précisément. Justement, saisir l'opportunité de ces... pour parler dont on ne sait même pas si elles vont s'ouvrir, c'est la même chose que pour l'Iran, puisque les Libanais disent s'il n'y a pas de cessez-le-feu, nous on ne va pas y aller, en tout cas on ne va pas discuter. Donc peut-être que ce serait le moment pour la communauté internationale de saisir l'occasion pour arriver à faire quelque chose au Liban. Ça fait, Ziad le rappelait, des décennies que ce pays est en chaos, mais surtout que cette partie du Liban, elle est quasiment totalement détruite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis il y a des 30 ans, 40 ans, qui ne sont jamais revenus. Là, le projet israélien tel qu'on le comprend, c'est de dire, en effet, plus qu'une zone... On n'est même plus dans la zone tampon, on est dans la zone d'occupation où on rase tout et on reste là. Voilà, et personne ne pourra revenir. Donc je pense qu'il y a, au-delà des cris d'orfraie de la communauté internationale, il y aurait une responsabilité. Et là, on ne voit rien venir d'une certaine manière. Et de nouveau, c'est aussi une défaite pour l'Europe, qui aurait pu se mobiliser aussi à cette occasion. Et avec ce cessez-le-feu et la levée de l'état d'urgence en Israël, il y a le procès aussi pour corruption de Benyamin Netanyahou qui doit reprendre ce dimanche. C'est aussi pour ça qu'il a intérêt à faire se poursuivre cette guerre. Oui, moi je crois que tout le monde met en évidence effectivement cette échéance tant politique qu'après électorale. On voit il y a des mobilisations de l'opposition, même parfois les cris de certains membres de l'opposition sur cette guerre me semblent tous faits dans une perspective des élections électorales quand même. Mais je crois que sur le fond du fond, Benyamin Netanyahou, il est réellement habité par ce combat qu'il a décidé de mener il y a plus de 20 ans contre l'Iran. Pour lui, c'est vraiment, je dirais pas que c'est une obsession parce que c'est un mot qui est médical et on ne va pas l'utiliser, mais c'est vraiment essentiel à sa vie. Je veux dire, c'est existentiel pour Benyamin Netanyahou, cette lutte contre l'Iran. Et là, pour l'instant, il a cru être prêt d'arriver à son but. Et le but pourrait bien lui échapper puisque le régime pourrait survivre. Et à partir de là, c'est toute la pyramide et toute la structure de ce combat militaire qu'il mène, parce que ce combat qui n'est que militaire, sans perspective politique régionale d'une coexistence, j'ai envie de dire pacifique dans la région, n'a jamais été abordé. Quand on voit les télévisions israéliennes, la presse israélienne, tout est instrumentalisé et dirigé vers cette lutte.
doute existentiel sur l'Iran, il n'y a pas de perspective de réconciliation et de réflexion politique qui est menée à terme. Et donc, si le régime survit, eh bien, ça sera un échec de toute cette politique qui était essentiellement militaire, sans vision politique. Ziad, un dernier mot sur ce thème avant de passer au dessin. Moi, mon dernier mot, c'est de rappeler aussi que la matrice, on l'a dit souvent ici, hein, la matrice aussi de tous ces conflits, c'est la situation des Palestiniens. Et donc à Gaza, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des morts tous les jours. Il y a une ligne jaune. Il y avait la fameuse organisation de paix, les milliards qui devaient arriver, etc. J'ai vu qu'il y avait eu un problème aujourd'hui entre les Israéliens et les Espagnols. Les Israéliens veulent exclure les Espagnols de la discussion. Il y a ce qui se passe dans les territoires occupés. Tout ça alimente en permanence les colères, les milices, les rébellions. Tout ça aussi permet à un pays comme l'Iran de sa théologie, de s'appuyer sur une théologie de la libération, parce qu'on a ce point de fixation. Et donc, voilà, on peut légitimer notre... Et ça aussi, ça fait partie des choses où la défaillance américaine est particulièrement douloureuse, parce que ce sont les seuls qui peuvent réellement... Et à chaque fois qu'il y a eu un progrès, c'est venu de chez eux, qui peuvent pousser Israël et les Palestiniens à se réasseoir sur une perspective de long terme. Sinon, ça ne marche pas. Éric, les dessins sur la situation au Liban. Oui, alors j'ai 4 dessins là. Un premier qui nous vient de Thiago au Brésil, dessinateur brésilien, qui nous montre, c'est un dessin assez chargé, mais je pense qu'il raconte plein de choses, qui fait un peu le pont entre les deux sujets. C'est une arrière-cuisine un peu dystopique où on voit le cuisinier en chef ou le pompier pyromane Trump qui est en train de faire cuire on ne sait pas quoi. Cramer quelque chose, oui. Le guide suprême, un des guides suprêmes en tout cas, en train d'écraser des toits d'Ormuz. Ou faire Saint-Tambour avec les autres d'Ormuz, et Netanyahou justement qui, au Liban, dans une marmite qui ressemble au fort au Liban, est en train de jeter des ingrédients qui vont, à l'évidence, faire exploser ou les discussions ou l'avenir à court terme, moyen terme de la région. Ça donne pas envie d'aller au restaurant. Non, ça donne pas envie d'aller au restaurant. Un second dessin, un peu plus léger, mais en tout cas dans la forme, qui nous vient de la dessinatrice Aden en France, qui fait écho à vos discussions, hein, qui rassure un petit peu. C'est pas contre vous, c'est juste contre le Hezbollah. Donc dessin qui date de mercredi soir ou jeudi matin, et qui malheureusement est encore d'actualité. Un troisième dessin, à nouveau du dessinateur syrien Fares Garabet, qui est un dessin muet et assez contemplatif, mais que je trouve assez fort, parce qu'il est à la fois triste et enrageant. Donc je pense que tout le monde voit le cèdre du Liban qui est arraché par un soldat de Sahel, j'imagine, et un Libanais qui sort à peine la tête de l'eau après des années, des décennies de guerre où à la fin c'est comme la Coupe du Monde, c'est les Libanais qui perdent. Et un dernier dessin de Fahad Bahadi en Syrie, qui reprend un petit peu la conclusion, en tout cas à date, de toute cette histoire du pays du Cèdre, où il semble que ce soit des guerres et des invasions ou semi-invasions permanentes depuis des décennies, où le peuple du Liban est le grand perdant. Et jusqu'à l'infini. Merci beaucoup Éric pour tous ces dessins concernant le Liban. Dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, la Hongrie, J-2. Avant les législatives, un scrutin peut-être synonyme de la fin d'une ère, alors que le Premier ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, est en mauvaise posture. En tout cas, c'est ce qu'affirment les derniers sondages, largement devancés, selon ces sondages, par le conservateur Peter Modior, un ancien du Fidesz. Un scrutin incertain à l'issue d'une campagne marquée aussi par les ingérences d'acteurs extérieurs, Russie en tête en soutien donc à Viktor Orban, qui réalise aussi l'exploit d'être soutenu également par les États-Unis de Donald Trump. J.D. Vance était d'ailleurs sur place cette semaine. Fabrice, 16 ans donc au pouvoir pour Viktor Orban, 16 années synonymes de démocratie illibérale, de justice aux ordres, de médias et d'universités aussi. Il y a
un ras-le-bol quand même de la population par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a un sentiment d'usure. Oui, en plus, vous dites démocratie libérale. Démocratie libérale, peut-être au début, c'est de plus en plus régime autoritaire sur la fin. On a vu une dérive quand même de Viktor Orban sur 4-5 ans qui était assez extraordinaire, où vraiment il est rentré de plein fouet dans une quasi-dictature, on va dire ça comme ça. On sait aussi qu'il a modifié la Constitution pour pouvoir renouveler et continuer les atteintes à la fois aux droits de l'homme, les atteintes aux droits de la presse. Il y a pratiquement plus de presse libre en Hongrie. 80% des médias sont contrôlés. Et donc, je pense qu'il y a un sentiment d'usure. Et puis, il y a un paradoxe hongrois qui est que Orban est devenu très vite anti-européen, mais que le pays lui-même a bénéficié pendant longtemps des fonds européens, alors que là, depuis 2022, c'est fini. C'est-à-dire que oui, ces fonds sont bloqués, ce qui suscite beaucoup de mécontents. Quand on sort de Budapest et des grandes villes, on a des maires qui vous expliquent que eux, ils avaient pu refaire la place du village à cause de l'argent de l'Europe et que maintenant, c'est terminé. Il y a 19 milliards d'euros de fonds structurels qui sont bloqués. Qui sont bloqués depuis 2022. Et donc, il y a ce mécontentement qui est là. Et puis, il y a un adversaire donc, qui vient en fait du même terreau politique qu'Orban, qui avait même, j'ai lu quelque part, il avait des posters de Viktor Orban dans sa chambre quand il était jeune, mais qui a saisi cette opportunité-là du désenchantement un petit peu de cette politique populiste et souverainiste, qui a su prendre sa chance en 2024 à la fois dénoncer la corruption, à fonder un parti, et qui sur les thèmes de société est très proche de Viktor Orban. Oui, il est très conservateur. Il a joué une autre carte, il a la carte pro-européenne, se détacher potentiellement de Poutine, se détacher de Trump. Alors après... moi, je trouve qu'il faut rester prudent parce qu'il y a un appareil d'État qui fonctionne pour Orban. Il y a les interférences qu'on connaît russes. Il y a des journalistes qui ont été arrêtés parce que justement, ils ont commencé à parler des interférences russes. Il y a eu le défilé de toute l'extrême droite européenne, à Budapest, on a vu Marine Le Pen là-bas, on a vu le néerlandais, J.D. Vance évidemment. Donc voilà, après, je pense qu'il faut attendre dimanche pour voir ce qui va se passer. Logiquement, Orban devrait être défait. C'est le leader qui a tenu le plus longtemps en Europe, 16 ans quand même. Voilà. Et ce serait un changement d'air, notamment pour l'Europe. La Hongrie, en tout cas aujourd'hui, Ziad, c'est un peu c'est même complètement le cheval de Troie de la Russie au sein de l'UE. C'est clair et net, puisqu'on a même pris le ministre des Affaires étrangères, la main, la confiture dans le téléphone, la confiture, où il rendait compte à ses amis. À Lavrov, donc. Mais c'est pas les seuls. En marge des réunions confidentielles du Conseil de l'Union européenne. Mais c'est pas les seuls qui ont cette approche. Très, très russophile parce que on oublie aussi que la géographie, il y a pas que de la manip. La géographie compte. C'est des pays qui sont à la frontière de la Russie, puissante. C'est des pays qui il y a une relation très, très ambivalente et très ambiguë avec l'Ouest européen, qui est quand même le cœur de l'Europe. Et il y a de la dépopulation avec beaucoup de gens qui quittent ces pays pour aller travailler en Allemagne ou travailler à l'Ouest. On dit encore à l'Ouest. Il y a la dénatalité, il y a le fait que les langues c'est des langues qui n'ont pas de repères. Donc il y a ce sentiment d'être partie d'un club européen, mais vraiment dans une espèce de division inférieure. Alors le pompon total de cette situation, c'est quand les deux grandes puissances, deux des trois grandes puissances se mettent d'accord pour dire « Ah bah oui, Orban, c'est très bien ». Donc on a cette visite complètement surréaliste d'un vice-président des États-Unis qui parle d'éviter les ingérences européennes, alors que lui, il fait de l'ingérence directe, claire et nette. Et il y a une séquence quand même qui est intéressante et qui, à mon avis, dit beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Il prend son téléphone, il essaye d'appeler Trump. Trump ne décroche pas, cette scène qui se passe dans un meeting. Trump ne décroche pas, il rappelle une deuxième fois, et il a un Trump qui a l'air clairement de ne pas être intéressé du tout par ce problème. Et donc voilà, donc je trouve que pour moi c'est une question européenne à la fois parce que ça peut permettre de relancer le processus, mais aussi je pense que l'Ouest européen devrait vraiment réfléchir à sa relation à son Est,
au lien et à la dynamique. Patricia, on manque de temps, donc un tout dernier mot, je vous accorde la parole justement sur cet aspect, donc J.D. Vance sur place pour soutenir Viktor Orban. Comment est-ce que l'administration américaine voit Viktor Orban ? Elle le voit comme essentiel. Elle le voit, Donald Trump en faisait presque son père, enfin son héros en Europe. Je pense que ces élections sont très importantes, mais il ne faut pas que l'on se trompe. Magyar n'est pas un pro-européen à 200%. Il est parfois très éloigné de nos positions. Sur l'Ukraine, il fera certainement bouger les choses, en revanche, vis-à-vis que Orban bloquait totalement. Mais c'est bien pour l'instant, et sur le droit. Mais sur toutes les questions sociétales, et même... c'est pas joué. Et dernier élément, la corruption est tellement endémique, je crois, en Hongrie, que s'il gagne les élections, ça sera sur la lutte contre la corruption. Et là, il aura du travail à faire parce que c'est tout le pays qui est gangréné. Allez, Eric, c'est déjà l'heure des dessins sur la Hongrie. Alors, il y a 3 dessins, donc c'est un peu rapide. Et je pense 3 dessins qui vont parler... mieux que leur présentateur. Un premier dessin qui montre de manière tellement simple, tellement évidente, toute l'ironie de ce qui se passe en Hongrie. Un dessin du dessinateur Chapat qui est paru en Une du Monde. On y voit Orban soutenu à sa droite, à notre gauche, par Trump et par Poutine à sa gauche. Orban pour une Hongrie souveraine. Je pense que tout est dit. Oui, tout est dit. C'est le résumé parfait du paradoxe nationalo-identitaire ou souverainiste. Un second dessin, l'avant-dernier dessin du dessinateur néerlandais Joop Bertrams, qui montre là que la russophilie semble ne plus payer, en tout cas selon les derniers sondages, on verra dimanche, puisque la baudruche Orban semble, à défaut de se dégonfler au bout de 16 ans, en tout cas prendre légèrement feu et se détacher du gaz russe. Et pour finir, que se passe-t-il du soutien américain ? Est-ce que le soutien américain va-t-il payer ? Un dessin du URPS, dessinateur français, Hongrie, la mairie en grande pompe au secours d'Orban. Et Orban, imagine-t-on, si avec ça, on n'a pas perdu. Donc... on verra dimanche. On verra dimanche. Merci beaucoup Eric, merci à tous les dessinateurs d'avoir participé à cette émission. Merci Fabrice, Patricia, Ziad également pour votre participation. Émission à retrouver sur notre site internet. Restez avec nous. Prochain point sur l'actualité dans quelques minutes.